Bien, bonsoir mesdames et messieurs, nous allons commencer cette soirée. C'est un grand honneur et un plaisir pour le département d'histoire de Sciences Po d'accueillir la conférence de Timothy Snyder et le débat qui suivra. Comme vous le savez, Timothy Snyder est professeur à l'université de Yale d'histoire de l'Europe centrale et orientale, spécialiste justement d'études slaves. Il a déjà publié divers ouvrages sur cette zone, comme par exemple The Reconstruction of Nations en 2003 ou The Red Prince en 2008. Et je voudrais aussi mentionner un de vos derniers livres d'entretien paru cette année, Penser le XXe siècle avec Tony Judd. C'est une forme pour nous d'hommage à un collègue et ami récemment disparu dans des conditions tragiques. Mais le livre qui nous réunit ce soir s'appelle donc Terre de sang, l'Europe entre Hitler et Staline. Un livre événement qui suscite un important et légitime débat dans tous les pays où il a été publié. Et cela pour diverses raisons, et je voudrais en pointer quelques-unes en guise d'introduction. D'une part, parce qu'il s'agit d'une monumentale enquête historique fondée sur une vaste moisson d'archives et la mobilisation d'une bibliographie impressionnante en plusieurs langues. L'ampleur de la recherche et de la vision de Timothy Snyder, la précision des faits analysés, le soin du détail sont mis en relief par la qualité exceptionnelle d'écriture, parfois quasi cinématographique, de Snyder qui raconte, explique, restitue, interprète. Ensuite, et surtout parce que dans ce livre, Timothy s'intéresse aux crimes politiques de masse, ce qu'il appelle les tueries de masse et pas les génocides. Il s'en explique et il s'en expliquera certainement de nouveau ici. Et qu'il réalise, ce faisant, me semble-t-il, un triple déplacement de perspective. En termes d'analyse justement de la mort, bien évidemment, si j'ose dire, il y a les camps de concentration et d'extermination, mais aussi toutes les autres formes de meurtre et de tuerie possibles, détaillées au fil de 600 pages, dont l'utilisation de la famine par Hitler et par Staline pour arriver à ce chiffre de 14 millions de victimes avancées à la suite des études de cas décrits chapitre par chapitre. Deuxième déplacement de perspective en termes d'approche que je qualifierais de politique, puisque Snyder étudie les violences, les tueries de masse et les famines volontairement, délibérément déclenchées par l'Union soviétique de Staline et par l'Allemagne de Hitler, alors que souvent on a des spécialistes de l'un ou l'autre de ces régimes. Enfin, déplacement en termes de géographie, ces terres de sang s'étendent de la Pologne centrale à la Russie occidentale, en passant par les pays baltes, l'Ukraine, la Biélorussie, et elles sont caractérisées par ce processus cumulatif des violences soviétiques et nazies. Un espace qui, du fait de ce qui s'y est passé, ne peut plus se laisser enfermer dans les carcans d'une juxtaposition d'histoire nationale, mais oblige à une étude intermédiaire, sensible aux interactions de la violence soviétique et nazie. Il y a là un niveau dit méso qui constitue un autre apport méthodologique de cette recherche. Du coup, avec le livre de Timothy Snyder, nous sortons en quelque sorte du débat parfois caricatural Hitler versus Staline, Staline versus Hitler, Auschwitz versus Goulag ou Goulag versus Auschwitz. Pour Snyder, l'Holocauste et le Goulag sont à prendre en considération dans une chaîne ininterrompue de tueries de masse qui commence dans les années 30 et qui frappe les Juifs avec l'Holocauste et les non-Juifs dans cet espace qui est au cœur de son enquête. Bref, ce à quoi procède Snyder, c'est à une pesée globale de ce déchaînement de violence des communistes soviétiques et des nazis allemands qui débouche au moins sur une double réflexion plus générale. D'abord, sur l'histoire du XXe siècle et son rapport justement à la mort de masse avec les régimes soviétiques et nazis. Et d'autre part, sur la nécessité impérieuse de repenser une nouvelle histoire de l'Europe qui ne soit ni une accumulation d'histoires des États-nations, ni une histoire de l'Europe de l'Ouest, ni une histoire de l'Europe de l'Est, ni même une histoire de l'Europe centrale au sens classique du terme, mais une histoire qui fasse sa place à cet espace particulier. Cette Europe, non pas de Staline et de Hitler, mais cet espace
de l'Europe entre Hitler et Staline, victime plus que tout autre de l'expérimentation de deux grands totalitarismes, ces terres de sang qui ont été si longtemps occultées à nos yeux, mais que la chute du communisme fait émerger du fait, d'une part, de l'accès aux archives et de l'autre, de la restitution des mémoires des victimes. Voilà quelques-uns des thèmes sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir ce soir et qui ne manqueront pas de susciter des questionnements, voire des objections. Permettez-moi à cet égard de vous renvoyer au dossier consacré au livre de Snyder dans la revue Contemporary European History de mai 2012, avec plusieurs interventions et votre réponse, et aussi au prochain numéro du mois de novembre de la revue Le Débat qu'animent Marcel Gaucher et Pierre Nora, dont je salue la présence parmi nous ce soir. Il me reste à remercier ceux qui ont rendu possible tout cet événement, Timothy Snyder, bien sûr, par sa présence, la Fondation Thiel, notamment avec Jimmy Kaltrider, la Fondation pour la mémoire de la Shoah, avec Annette Wieworka, qui sera la discutante de Timothy tout à l'heure, Isabelle de Vienne, secrétaire générale du département d'histoire, les doctorants de Sciences Po en histoire qui ont pris à cœur d'organiser cette conférence, le service de communication de Sciences Po, et aussi la Fondation Imitatio, l'association Recherche Mimétique qui organise les conférences René Girard, avec en particulier Daniel Girard, qui est l'un des 3 enfants de René et Marthe Girard, avocat au barreau de Californie, admis à la Cour suprême des États-Unis, et qui va nous dire quelques mots maintenant. Venez, je vous en prie. J'arrive à faire fonctionner. Non, je pense qu'il vaut mieux vous faire. Je vous en prie. Je vous la rends tout de suite. Aucun problème. Merci. Bonsoir à tous. Je voudrais remercier à mon tour le professeur Lazare ainsi que les organisateurs de cet événement, Sciences Po, le Mémorial de la Shoah, l'association Recherche Mimétique et la Fondation Thiel, et particulièrement la filiale de cette dernière, Imitatio, qui soutient la recherche de mon père, René Girard, membre de l'Académie française, professeur émérite à l'Université Stanford et parrain de cette conférence. Au cours des 50 dernières années, mon père a écrit plus d'une douzaine de livres et a enseigné à des centaines d'étudiants aux États-Unis et en France. Son ambition a été de créer un nouveau savoir anthropologique qui démythologise la violence. Ce soir, Timothy Snyder donnera la première des conférences René Girard en hommage à son nom et à son œuvre. Ces conférences auront lieu ici à Paris et en Californie, à Stanford, où le professeur Snyder interviendra au mois de mars. Je souhaiterais rendre ici hommage à ceux qui ont choisi d'honorer mon père et les travaux qu'il a entrepris dans les 2 pays qu'il peut dire siens. J'espère également que cette série de conférences contribuera à maintenir et à renforcer les liens intellectuels entre les États-Unis et la France. J'estime que le meilleur moyen d'honorer mon père est d'honorer d'autres chercheurs qui tentent de faire à leur tour progresser notre compréhension de la violence et de la façon dont on cherche à la justifier par des mythes ou de l'idéologie. L'ouvrage récent de Timothy Snyder expose les actions entreprises en Europe par 2 régimes totalitaires concurrents afin de commettre des meurtres à une échelle inimaginable. Par leur fidélité aux documents historiques, ces recherches démythologisent la violence en nous obligeant à regarder en face les événements tragiques de cette époque et de cette région tels qu'ils se sont réellement passés. Bien que sa recherche soit très différente de l'anthropologie théorique de mon père, son ambition est évidente et son importance pour notre compréhension de nous-mêmes est profonde. J'ai le plaisir de vous présenter le premier conférencier des conférences René Girard, Timothy Snyder. Merci. Mesdames et Messieurs, au début du printemps 1933, alors que le temps s'est réchauffé et le sol devenait plus tendre,
un Ukrainien creusait sa propre tombe. Pourquoi? Pourquoi un homme creuserait sa propre tombe? Parce que, d'un côté, il savait que le risque était très grand de mourir de faim. Alors 2 millions d'habitants de l'Ukraine soviétique étaient déjà morts à la suite des privations imposées par Staline qui avait entrepris une campagne destinée à fermer la population. Mais, de deuxième côté, de ma part, je pense bien que la véritable raison pour laquelle cet homme a creusé sa propre tombe était une question de dignité. Si vous étiez mort de faim en Ukraine soviétique, on aurait retrouvé votre corps dans un champ ou sur le bord de la route. On aurait ensuite jeté à l'arrière d'une de ces charrettes qui passait par là à peu près toutes les semaines. Ensuite, votre corps, aurait été enterré dans une fosse commune avec de nombreuses autres personnes que vous aurez été complètement étrangères à un endroit où votre famille, si tant est-ce qu'un seul de ses membres ou cervicaux n'aurait jamais été capable de vous retrouver. À mon avis, c'est ce qui explique que cet homme ait creusé sa propre tombe. Le jour venu, il l'a retrouvée. En avril 1940, un officier polonais s'arrête net dans la rédaction de son journal. Tenir un journal, c'était une chose courante chez les officiers polonais de l'époque. La plupart d'entre eux étaient des officiers de réserve. Les citoyens polonais, les hommes, qui avaient reçu une formation universitaire, furent appelés sur les drapeaux en 1939, quand l'Allemagne nazie et l'Union soviétique ont envahi la Pologne. C'était justement les gens instruits qui étaient la cible de deux pouvoirs hostiles, l'SS et l'NKVD. À l'avant-dernière page du journal de cet officier, on peut lire « Il voulait mon alliance que j'ai... » La phrase s'interrompt là. S'il n'a pas achevé, ce n'est pas parce qu'il lui était pénible de parler de l'amour qu'il portait à sa femme. Non, il n'a pas achevé pour une raison extrêmement concrète. Il était alors prisonnier des Soviétiques. Il se trouvait à un endroit nommé Katyn. Il soupçonnait, à très juste titre d'ailleurs, que ceux qui convoitaient son alliance préparaient son exécution. Les officiers soviétiques de NKVD demandaient en effet aux prisonniers, avant de les tuer, des objets précieux. La page de son journal est restée en suspens parce qu'il a pris le temps de cacher son alliance, afin que les officiers ne le trouvent pas. Quoi qu'il y ait des fortes chances pour qu'ils aient les finalement découvertes. Passons au mois de septembre 1942. Pensons à la ville de Kovel, de sa synagogue, des gens qui s'y trouvaient, des juifs qui s'y trouvaient. Cette ville-là se trouve aujourd'hui dans la partie ouest de l'Ukraine et s'est trouvée à l'époque dans la partie est de la Pologne occupée. Occupée une fois depuis 1939 par les Soviétiques, occupée une deuxième fois depuis 1941 par les Allemands. Cette ville était restée jusqu'à la guerre une ville juive. Les Juifs encore présents dans la ville en septembre 1942 étaient enfermés dans la synagogue. La guerre n'était déjà plus à ses débuts et ce que l'on appelle maintenant la Shoah était suffisamment avancé pour que ces Juifs eussent exactement deviné ce qui les attendait. Ils savaient très bien qu'ils seraient jetés hors de la synagogue et fusillés. Qu'est-ce qu'on fait dans une situation pareille? Qu'est-ce qu'on doit faire dans une situation pareille? Les Juifs de Kovel ont laissé des messages sur les murs qu'ils ont entaillés à l'aide de fragments de porcelaine ou de vitres, à l'aide de pierres ou de tout ce qui leur passait sur la main. Un père écrit « Je meurs innocent avec mon petit-fils ». Une femme laisse pour tout message à son mari « Si tu viens à la synagogue, sache que ta femme et ta belle petite-fille sont allées trop tôt au repos éternel. » Une jeune femme qui était enfermée là avec ses deux sœurs
de ce message à sa mère. Nous sommes si tristes que tu ne puisses pas être ici avec nous. Cette phrase peut nous surprendre dans de telles circonstances, mais elle dit quelque chose de fondamental au sujet de la Shoah, quelque chose que l'on a tendance à oublier, c'est-à-dire que les familles tenaient à rester unies. Nous sommes si tristes que tu ne puisses pas être ici avec nous. Et même plus, nous sommes désolés de t'avoir causé tant de difficultés. C'est une fille qui s'adresse ainsi à sa mère, et c'est aussi un être humain qui pense aux autres. La dernière ligne de son message. Nous t'embrassons encore et encore. Lorsque l'armée soviétique eut chassé les Allemands de Kovel en 1944, un officier soviétique trouva et sauvegarda ces mots. Les Soviétiques étaient arrivés à Kovel pour la seconde fois et étaient sur le point de se emparer de la synagogue pour l'utiliser comme silo à grains. Ce qui est difficile pour notre propos, ce qui est difficile dans cette histoire, ce qui est difficile dans cette Europe entre Hitler et Staline, c'est cela, c'est que ces personnes dont nous venons d'évoquer le souvenir ne sont que 3 victimes parmi les 14 millions qui ont été méthodiquement, délibérément assassinés sur ces territoires s'étendant de Berlin à Moscou entre 1933 et 1945, c'est-à-dire pendant l'époque que Hitler et Staline étaient tous les deux au pouvoir. Ces 3 personnes ne représentent que 3 histoires sur 14 millions. 14 millions, c'est un chiffre ahurissant, n'est-ce pas? Son poids absolu exige qu'on repense l'histoire des victimes. Si vous le considérez de manière relativement à tous les lieux sur lesquels Hitler et Staline ont exercé le pouvoir, elle nécessite aussi qu'on repense les régimes, le régime nazi, le régime soviétique. Pourquoi? Par terre de sang, je désigne l'espace où tous ces gens ont été assassinés, ce qui correspond aujourd'hui à la Pologne, l'Ukraine, la Biélorussie, les États baltes et la Russie occidentale. Ce territoire est bien sûr considérable, mais en comparaison avec toutes les terres dominées par les Allemands et les Soviétiques, elle est relativement petite. Regardez s'il vous plaît l'ensemble du territoire de l'Union soviétique et l'ensemble de celui qui était pour le contrôle de l'Allemagne nazie. Voici un territoire qui s'étend de la France jusqu'à la Sibérie. Sur cet ensemble, environ 17 millions de personnes ont été délibérément assassinées. 14 millions ont été dans cet espace particulier que j'appelle les terres de sang. C'est précisément là qu'eut lieu la grande majorité des meurtres commis par les Allemands et les Soviétiques. Qu'est-ce que cela signifie? Combien même nous négligerions les victimes, ce qui bien entendu n'est pas le cas, mais combien même nous ne préoccuperions que de comprendre les régimes, il faudrait s'y interroger sur cet espace. Mais voilà ce qui frappe. Vous pouvez toujours établir et considérer les 3 idées différentes que je vais évoquer. Chacune d'entre elles vous y ramènera à cet endroit, aux terres de sang. La première idée que j'évoquais, c'est qu'il s'agit d'un espace où 14 millions de personnes sont mortes. La deuxième idée, c'est qu'à cet endroit même fut perpétrée la totalité de la Shoah. C'est ici en fait que la Shoah s'est déroulée en totalité. La plupart des Juifs qui ont été tués vivaient ici parce qu'ici se trouvait la patrie mondiale des Juifs. Nous avons bien tendance à penser l'histoire juive d'une manière déterritorialisée, mais il y avait bien pourtant démographiquement un endroit où des Juifs vivaient plus que nulle part ailleurs, et c'était justement ici. La troisième idée, et la dernière, c'est que ces terres de sang furent aussi l'endroit où les pouvoirs allemands et soviétiques ont empiété l'un sur l'autre. De 1933 jusqu'en 1944, les Allemands étaient là, les Soviétiques aussi. Pensez d'un côté à l'Europe qui fut dominée par l'Allemagne, et vous mesurerez les multiples endroits où le pouvoir nazi s'exerçait
mais où le pouvoir des soviétiques était inexistant. La France, par exemple. De l'autre côté, la majeure partie de l'Union soviétique ne fut jamais atteinte par le pouvoir allemand. Ces espaces où se dominait l'Allemagne, où se dominait l'Union soviétique, étaient certes le théâtre d'événements douloureux et difficiles, désespérés même. Mais ils étaient loin d'être aussi dangereux que ceux sur lesquels ces deux États étaient présents ensemble. En considérant ces terres de sang, en considérant l'Europe entre Hitler et Staline, nous sommes donc amenés à nous poser trois questions, si sont sans aucun doute liées. Pourquoi la Shoah s'est-il produite ici? Pourquoi tant d'autres personnes ont-elles été tuées à l'endroit exact où la Shoah s'est produite et au moment même où Hitler et Staline étaient tous les deux au pouvoir? Et pourquoi ces meurtres ont-ils été perpétrés sur des territoires où s'est exercé à la fois le pouvoir allemand et le pouvoir soviétique? Telles sont les questions que je me suis posées lorsque j'ai commencé ces livres. Mesdames et messieurs, tout ce que j'ai dit jusqu'ici concerne uniquement des questions de géographie, de chronologie et d'arithmétique, dont aucune n'est le moindrement contestée ou sujet de controverse. Si c'est le cas, pourquoi alors l'histoire n'a-t-elle jamais été pensée de cette manière? Si nous parlons de la plus grande catastrophe morale et démographique que l'histoire de l'Europe ait connue, pourquoi ne nous sommes-nous pas posé ces trois questions? Imaginez-vous que vous êtes un policier ou un médecin sur une scène de crime. Vous arrivez dans l'appartement où le crime a été commis. Il y a 5 personnes, elles appartiennent toutes sans l'ombre d'un doute à la même famille. Elles ont tous été assassinées. Il y a 5 autres personnes qui, quant à elles, ne semblent pas appartenir à la même famille, mais elles paraissent avoir été assassinées par la même personne. Et il y a encore 4 autres personnes qui n'y appartiennent pas non plus à la même famille et qui ont apparemment été tuées par quelqu'un d'autre, mais dans le même appartement et au même moment. Quand vous faites votre rapport, comme policier, comme médecin, il y a fort à parier que vous mentionnerez ces 14 meurtres. Vous penserez que cette affaire est troublante, mais qu'il y a sûrement un lien entre tous ces meurtres. Ce qui est très plausible, n'est-ce pas? Mais de nombreux facteurs nous empêchent de concevoir la scène du crime. Et donc l'histoire de ces 14 millions de personnes. 5 millions de Juifs à peu près, abattus par les Allemands, 5 millions de non-Juifs aussi abattus par les Allemands, et 4 millions de gens abattus par les Soviétiques. Il me semble que le principal frein réside dans la conception nationale que nous faisons de l'histoire. Par histoire, nous entendons l'histoire des Juifs, ou bien des Polonais, des Ukrainiens, des Russes, des Allemands, des Français. Nous employons la langue de l'un de ces groupes comme si elle renfermait toutes les leçons de leurs actes et leur destinée. Et en plus, chaque histoire nationale a sa manière de choisir ses méchants, ses héros, de sorte que ces récits ne peuvent pas être combinés les uns aux autres. Vous ne pouvez pas ajouter un livre d'histoire polonaise à un livre d'histoire juive, ou un livre d'histoire ukrainienne à un livre d'histoire allemande, et obtenir enfin une histoire synthétique. Le monde étant toujours structuré par des États-nations et par des systèmes éducatifs nationaux, une version nationale de ces événements prévaut d'une façon qui paraît simple et naturelle, mais qui me semble inefficace. Inefficace, pourquoi inefficace? Parce que l'histoire nationale est bien sûr très utile pour poser des questions. Elle est très utile pour encourager les recherches, mais elle s'avère incapable d'y répondre. Par exemple, les questions qui étaient moralement si importantes. Pourquoi étions-nous les victimes? Pourquoi étions-nous les auteurs de ces actes? Ou, la plus importante à mon avis, pourquoi sommes-nous restés passifs et n'avons-nous rien fait?
Toutes ces questions sont décisives dans la mesure où nous les identifions avec les nations et nous nous identifions avec les nations. Mais l'histoire nationale posant ces questions ne peut y répondre parce que les raisons pour lesquelles telle ou telle ont été des victimes, des acteurs ou des simples spectateurs dépassent la nation, dépassent même les nations. Nous n'aimons pas réfléchir ainsi. Nous aimons penser que les nations sont souveraines, au moins que notre nation est souveraine, au moins que notre nation est souveraine dans sa souffrance. Mais ce n'est pas le cas. Une seconde raison pour laquelle il est si difficile de pratiquer ce type d'histoire vient de la nature bipolaire de la politique. Au cours des 200 dernières années qui se sont écoulées depuis la Révolution française, affermies par l'expérience du fascisme et de l'antifascisme, affermies encore une fois par la guerre froide, nous avons eu tendance à considérer la politique en termes d'opposition gauche-droite. Nous avons eu tendance à considérer l'Union soviétique et l'Allemagne nazie comme étant respectivement des gauches et des droites. Et nous les situons ainsi dans une certaine géométrie mentale où ils ne se touchent pas. Nous référons ces régimes aux idées qu'ils ont affichées, qui sont bien sûr très différents, très opposés même, mais nous confondons notre confortable géométrie mentale avec les géographies politiques des années 30 et 40. Mais je vous implore de considérer que la vie et la mort de ces millions de gens ont eu lieu sur les territoires que l'Union soviétique et l'Allemagne nazie avaient en commun. Pour cette raison très simple, on n'est pas s'arrêter aux différences idéologiques de ces deux pays. Des territoires communs, ça veut dire des hommes, des femmes, des enfants. Sur ces terres de sang, tout le monde était en contact avec les deux systèmes. Tous ceux qui vivaient sur ces territoires, aussi longtemps qu'ils étaient en vie, comparaient ces deux systèmes par la force des choses. Il ne s'agit pas d'une perspective française ou américaine, mais nos perspectives sont marginales. Nos perspectives ne sont pas les plus importantes. Nous nous offrons le luxe, et c'est un luxe que nous nous permettons régulièrement de séparer deux systèmes qui, d'un point de vue intellectuel, semblent parfaitement distincts. Nous, historiens, ont tendance à traiter l'Allemagne nazie et l'Union soviétique comme si ces deux pays se trouvaient sur une planète différente, au lieu de les décrire comme deux systèmes puissants se trouvant, du moins au moment de leur plus grande efficacité meurtrière, sur une portion précise de notre terre. Et de fait, il est plus confortable de penser ainsi. Il est plus confortable de s'en tenir aux catégories de droite et de gauche, de même qu'il est plus confortable de s'en tenir aux catégories nationales. Mais l'histoire n'est pas faite pour être confortable. L'histoire véritable est fondamentalement inconfortable. De quelle manière pouvons-nous procéder? Comment pouvons-nous écrire une histoire européenne qui soit en mesure de décrire et d'expliquer? J'ai tenté d'éviter l'exceptionnalisme national. Ce livre, bien qu'il se porte sur les Juifs, les Polonais, les Ukrainiens, les Russes, ne commence pas avec l'histoire juive, avec l'histoire polonaise ou bien l'histoire ukrainienne. Cela peut passer pour un parti pris très simple, mais ce n'est pas le cas. Si vous commencez par observer que 14 millions d'êtres humains ont été tués dans une région donnée, vous vous interrogez sur le passé de cet espace, sur ses caractéristiques économiques, sur ses places dans les échanges globaux et dans les grandes utopies de l'époque au cours desquelles il s'est trouvé. Si vous commencez en revanche avec l'histoire nationale, la méthode est bien différente. Dans le cas de l'histoire juive, par exemple, vous vous demanderez ce que la Shoah a de commun avec l'histoire des pogroms. Si vous travaillez dans le cadre de l'histoire polonaise, vous vous demandez plutôt ce que le massacre de Katyn, par exemple, a de similaire avec les soulèvements manqués et les exils sibériens du XIXe siècle. Si vous
Prenez enfin l'histoire nationale ukrainienne. Vous chercherez les tiens qui pourraient exister entre la famine qui marque l'année 1933 et l'histoire très longue et très dure de l'exploitation de la terre ukrainienne et les paysans qui y habitaient. Alors, chaque nationalité forge le récit de ses propres souffrances, son histoire lacrymale. Mais la souffrance en soi ne mènera pas très loin. Et le cadre national dans lequel émerge une narration partielle et mythifiée ne vous apportera aucune véritable explication. Vous pouvez absolument tout savoir, par exemple, sur l'histoire ukrainienne, absolument tout. Mais cela ne vous expliquera pas pour quelle raison 3 millions d'Ukrainiens ont été méthodiquement affamés en 1933. Il en va de même pour les Polonais et pour Katyn. De même pour la Shoah, et de même pour tous les autres politiques de toutes les autres atrocités. On peut très bien décrire ces crimes dans le cadre de l'histoire nationale, mais on ne peut pas les expliquer. L'histoire nationale donne une cohérence, une certaine cohérence, bien sûr, mais ne vous permet pas de comprendre. Elle vous offre une identité, mais pas un raisonnement. Je suis donc une autre méthode, en commençant par ceux qui se trouvaient sur ces territoires. Bien entendu, il est très important qu'ils aient été juifs, lituaniens, ukrainiens, russes, mais il importe davantage de savoir qui il était aux yeux des pouvoirs qui les dépassaient. Je commence donc avec ces désastres globaux dont la Shoah forme la partie la plus terrible et la plus distincte. Et je sais ensuite expliquer le reste de ce désastre en m'appuyant sur l'expérience de chacun de ceux qui en ont été les acteurs. Le deuxième problème que j'ai identifié concerne une distinction habituelle, à savoir la pensée historique ordonnée selon la géométrie mentale, droite, gauche. Je sais donc dans ce livre d'éviter les mouvements dialectiques qui, à mon avis, déracinent notre mentalité, qui organisent cette géométrie mentale de telle façon qu'on ne voit pas les connexions, les liaisons entre les deux systèmes. Il y a au moins 3 sortes de dialectiques qui font écran. C'est bien d'être en France parce que quand je suis aux États-Unis et je parle de dialectique, il faut donc prendre 5 minutes pour expliquer les mots. Mais étant en Sciences Po, pas du tout. Oui, et mon argument a 3 parties. Ok. C'est vrai. Alors, appelons la première la dialectique soviétique. Elle se présente sous cette forme. Bien sûr, les autorités soviétiques ont tué des millions de civils dans les années 30, mais l'armée rouge a gagné la Seconde Guerre mondiale. Voilà un syllogisme parfaitement cohérent. Il est plus facile pour nous de penser que les tueries massives de l'époque stalinienne ont aidé à la victoire. Nous voulons que la souffrance soit significative. C'est la logique de notre romanticisme postmoderne. Mais ça voudrait dire que les gens qui ont tué ont fait notre moralité. Alors, mais le problème méthodologique est plus profond. Il est en effet impossible de rendre compte de ce qui s'est passé en 1933 en se référant aux événements de 1944. De même, nous ne pouvons pas rendre compte de ce que nous faisions aujourd'hui, ce soir, par les événements qui surviendront en 2024. Appelons la seconde dialectique l'apologie nazie. C'est l'interprétation de Ernst Nolte qui est simpliste et si on l'y arrête un peu. Car les deux systèmes, le système nazi et le système soviétique, n'étaient pas fatalement liés, comme il l'a prétendu, par une sorte de rapport hegelien. Il s'agit de 2 partis politiques distincts avec des chefs et des idées très différents qui ont parfois été concurrents, qui ont parfois coopéré et parfois interagi. Quand et comment ils ont interagi, voilà une question empirique qu'on ne peut résoudre en se fondant sur des intuitions issues de la pensée dialectique.
et dans le cas de notre ignorant l'histoire de l'Europe orientale. La troisième dialectique, c'est la dialectique libérale de nos jours, en vertu de laquelle on s'interdit toute interrogation sérieuse portant sur le passé de l'Europe de l'Est. Il s'agit de la dit très courant, mais très simple, selon laquelle les Soviétiques et les Allemands étaient si opposés qu'ils sont venus d'une manière ou d'une autre à se neutraliser au milieu de l'Europe. Les Soviétiques sont arrivés et ont défait tout ce que les nazis avaient fait. L'image mythique de cette synthèse confortable, c'est l'arrivée de l'armée rouge à Auschwitz. Si je présente les choses de cette manière un peu schématique, c'est pour résumer la façon dont les gens se représentent très souvent ces événements. On pense, parce que c'est confortable, parce que c'est simple, que 1 plus 1 égale 0. Mais bien sûr, 1 plus 1 font 2. Il s'agit, après tout, de territoires qui étaient occupés par le pouvoir allemand et par le pouvoir soviétique, ce qui implique que vous êtes d'abord en présence de l'un et ensuite de l'autre. Et dans certains cas, dans certains endroits, que vous êtes en contact avec l'un d'abord, et puis avec l'autre, et à nouveau avec la première, par exemple dans le cas de Kovel, que j'ai déjà évoqué. L'occupation n'est déjà pas une très bonne chose en soi, mais une double, une triple occupation, c'est encore pire. La France est un exemple d'une occupation unique, la Pologne centrale d'une occupation double. Il existe également des endroits, l'Ukraine occidentale, la Biélorussie occidentale, les États baltes, qui ont connu une occupation triple, à savoir l'occupation successive des Soviétiques, des Allemands, puis à nouveau les Soviétiques. Loin d'annuler les conséquences de l'occupation précédente, les occupations suivantes les ont aggravées, les ont multipliées de toutes sortes de manières. C'est l'accumulation du mal. La troisième méthode que j'emploie, c'est, qui je l'espère vous semblera aussi très simple, consiste à commencer par les meurtres. C'est une vérité, une démarche assez différente de celle qui, jusqu'ici, a été empruntée pour traiter la question. Si je vous demandais quelle est pour vous l'image prédominante de la Shoah, par exemple, ou l'image prédominante de la terreur soviétique, vous me répondrez certainement les camps de concentration. Mais la grande majorité des victimes de la Shoah n'ont jamais vu un camp de concentration. Ces gens ont pour moitié été abattus là où ils vivaient, par balles et dans les fosses. L'autre moitié a été tuée par gaz dans des usines à tuer. Mais ces gens, eux non plus, n'ont pas vu un camp de concentration. Ces lieux dans lesquels ils sont morts n'étaient pas des camps. Un camp est un endroit où vous passez la nuit. Treblinka n'était pas un camp. Sobibor n'était pas un camp. Belzec n'était pas un camp. Helmno n'était pas un camp. Et la partie même d'Auschwitz, où les gens étaient tués, n'était pas un camp. La majorité de ceux qui sont morts à Auschwitz même n'ont jamais vu un camp, parce qu'on les a sortis de train et envoyés directement à la chambre de gaz. Les camps, et voilà une ironie terrible, les camps sont ce que nous gardons en mémoire parce que nombreuses personnes y ont survécu. Il s'agissait d'épouvantables installations où beaucoup de gens ont trouvé la mort, mais la plupart de ceux qui ont connu un camp ont réchappé. C'est un terrible compte rendu, et je ne veux absolument pas le minimiser, mais c'est un compte rendu insuffisant. Mesdames et messieurs, si 14 millions de personnes ont été tuées à une certaine époque ou dans un certain espace, nous avons le devoir de comprendre cet événement, prendre les meurtres pour sujet et un territoire pour point de départ, mais permettre de me garder de l'exceptionnisme national, d'éviter, j'espère, les dialectiques conventionnelles et de garder bien en vue les victimes et aussi les régimes. En général, les histoires de meurtres commis par les Allemands sont écrites depuis Berlin et les histoires de la terreur soviétique depuis Moscou. Mais la manière de penser ensemble les différents régimes politiques consiste à prêter attention aux territoires sur lesquels ils étaient tous deux présents. Cela nous permet, entre autres, de suivre la chaîne hiérarchique depuis ces territoires jusqu'au Berlin ou Moscou.
Cela exige aussi de tenir compte non seulement des sources qui émanent des régimes installés en Union soviétique et en Allemagne, mais aussi des récits de victimes, que ce soit en yiddish, polonais, ukrainien ou n'importe quelle autre langue pratiquée dans un territoire donné. J'insiste donc sur le rôle qu'ont joué les lieux dans ma méthode de travail. Si je fais un choix, ce n'est pas du tout parce que je pense que les idées ne comptent pas, mais tout au contraire, parce que je crois au contraire qu'il faut les prendre au sérieux, c'est-à-dire comprendre le pouvoir en termes historiques. Les idées sont les raisons qu'on utilise communément pour expliquer les meurtres en masse. Les nazis ont tué à cause des idées nazies, les staliniens ont tué à cause des idées staliniennes. Si je présente à dessin les choses de manière un peu caricturale, c'est pour souligner que les idées elles-mêmes ne tuent personne. Si tel était le cas, l'histoire serait encore plus meurtrière qu'elle ne l'est effectivement. Prenons l'exemple frappant de l'antisémitisme. Si l'antisémitisme de l'Europe de l'Est avait tué par lui-même, nous n'aurions tout simplement pas d'histoire du peuple juif, car l'antisémitisme, après tout, se développe dans l'Europe de l'Est depuis 500 ans environ. Tenter d'expliquer, alors le problème, ce n'est pas qu'il n'y en a insuffisant, il y en a trop pour l'antisémitisme pour être une explication. Tenter d'expliquer la Shoah par l'antisémitisme de l'Europe de l'Est revient à expliquer une tornade par la présence de l'air. Les idées doivent par conséquent être intégrées aux institutions. Dans le cas de la Shoah, nous avons affaire à un État antisémite qui fait la guerre à ses voisins, la Pologne, l'Union soviétique, où vivaient des Juifs. La deuxième chose que nous devons faire, si nous souhaitons relier l'idéologie à l'action, consiste à déterminer de quelle manière ces régimes percevaient le temps. Pour les soviétiques, ironiquement, la révolution qui importait vraiment était celle du passé, de 1917. Du point de vue de Staline, ce qu'il faisait en industrialisant l'Union soviétique, en appliquant la collectivisation, c'était de bâtir le socialisme dans un pays. C'est la raison pour laquelle la quasi-totalité des meurtres soviétiques ont été perpétrés durant le pays et à l'intérieur des frontières de l'Union soviétique. Pour les nazis, au contraire, la révolution est à venir et ne peut se produire qu'en temps de guerre. Hitler et les autres étaient persuadés que la guerre était la seule manière de transformer la société allemande dans le sens qu'ils souhaitaient, pour instaurer la sorte de colonie raciale qu'ils voulaient voir s'établir en Europe de l'Est. Alors que les soviétiques avaient déjà, dans les années 30, des institutions capables de meurtres de masse, les nazis attendaient dès la guerre qu'elles leur permettent de mettre en place des institutions vouées au meurtre. C'est la raison pour laquelle, au cours des 6 premières années où Hitler est au pouvoir, entre 1933 et 1939, le nombre total des victimes mortelles causées par les nazis est à peu près 2000 personnes. Le nombre total de juifs tués dans les années 30 en Allemagne se compte en quelques centaines. En revanche, une fois que les Allemands entrent en guerre, le nombre de victimes atteint rapidement des dizaines de milliers, des centaines de milliers, puis des millions. Aussi, les tueries commises par les Allemands ont-elles eu lieu presque entièrement au-delà de l'Allemagne lorsque celle-ci était en guerre. Toutefois, pour comprendre la perspective adoptée par ce livre, il faut comprendre que l'expression « au-delà de l'Allemagne » veut dire, dans une très large mesure, à l'intérieur de l'Union soviétique. Bon. La troisième chose que nous avons à faire pour voir comment les idées se réalisent sur un territoire donné, c'est de préciser la dimension économique des deux idéologies. Il faut bien gratter le vernis idéologique sur lequel notre attention se focalise pour examiner les projets de transformation. Le national-socialisme consistait donc en effet à mener une guerre de race. Or, cette guerre de race impliquait le projet de coloniser une grande partie de l'Europe de l'Est, mais aussi de moderniser l'industrie allemande par le biais d'une politique coloniale criminelle, menée au profit d'une prétendue supériorité raciale.
Il en allait la même pour les soviétiques. On peut bien sûr considérer leur idéologie comme une idéologie de guerre de classe, ce qu'elle était indéniablement. Mais cette guerre entre classes se donnait un but précis, une société socialiste et industrialisée dans laquelle l'État prenait le contrôle de l'agriculture et se modernisait dans le même mouvement. Cette perspective est sur certains points l'inverse de celle adoptée par les nazis. L'idéologie nazie consiste à créer un pays moderne et à y ajouter une utopie agricole. L'idéologie soviétique, par contre, consiste à prendre une campagne arriérée et à la rendre moderne. Ce que les idéologies ont en commun, c'est la transformation, la vitesse, la guerre et la terre. Et voilà. L'idéologie se distingue par sa faculté d'inscrire dans l'histoire du monde un territoire. Les nazis et les soviétiques avaient incontestablement des visions globales, bien sûr, des visions globales des changements. Les nazis anticipaient une guerre mondiale, vraiment mondiale, qu'ils reporteraient contre les Américains. Ils imaginaient un monde dans lequel tous les Juifs seraient éliminés, mais dans l'intervalle, et l'intervalle est le seul moment qui compte, dans l'intervalle le plus important, c'était de devenir maître de l'Europe de l'Est. Voilà ce que devait leur permettre d'être autonomes par rapport aux Anglais et aux Américains et de les vaincre. Les Soviétiques, eux aussi, les Soviétiques ont également adopté une perspective globale. Il arrivera une révolution mondiale, mais dans l'intervalle, et l'intervalle est le seul moment qui compte parce que nous sommes toujours dans l'intervalle, n'est-ce pas? Dans l'intervalle, il faudrait collectiviser et moderniser et industrialiser, bâtir le socialisme dans un pays. Et cette vision s'est concentrée sur un point géographique en particulier, l'Ukraine avant tout autre. Mesdames et messieurs, nous devons comprendre que la manière dont nous catégorisons les idées est une chose, et que celle dont les gens ont fait l'expérience de ces systèmes est une autre. Nous devons reconnaître et comprendre les différences entre les idées, mais cela ne change rien au fait que les Ukrainiens, par exemple, se souvenaient, eux, devoir être affamés par les deux régimes, par tous les deux. Tout cela dit compris, le reste du livre, le tragédie, est dépourvu de surprises dans une certaine mesure. Si vous prenez bien en compte ces deux projets de néocolonialisme, regardent vers la même partie de l'Europe en même temps, vous ne vous étonnez pas que tant de gens soient morts ici. Il n'est pas surprenant, étant donné l'obsession des terres fertiles dans ces deux idéologies, que la première méthode employée pour accomplir des meurtres de masse dans les années 30 et 40 ait consisté à affamer les populations. Plus de la moitié des victimes, en fait, sont mortes de cette façon. Plus de 3 millions d'Ukrainiens tués par les Soviétiques en 1933 et plus de 3 millions de prisonniers soviétiques tués par les Allemands 9 ans plus tard, par exemple. Il y en a des autres. Il n'est pas surprenant non plus que ces deux régimes aient pu collaborer dans un but précis, c'est-à-dire la destruction de l'État polonais indépendant. Du point de vue de Moscou et de Berlin, c'est-à-dire de deux conceptions de la transformation de l'Europe et du monde, l'État polonais était gênant. Il se trouvait dans le passage. C'était donc sur ces points qu'Hitler et Staline pouvaient trouver un terrain d'entente, et c'est sur ces points précisément qu'ils se sont accordés lorsqu'ils sont devenus des alliés militaires en 1939. C'est ce quoi ils ne pouvaient absolument pas tomber d'accord, en revanche, c'était sur l'Ukraine. L'Ukraine était le lieu mythique par excellence, le lieu où les idéologies touchaient terre. C'était le pays qui permettait une économie magique, qui permettait d'épuiser les possibilités et de violer les normes. Du point de vue allemand, l'Ukraine était la corbeille à pain qu'il fallait exploiter pour équilibrer l'industrie. Du point de vue soviétique, l'Ukraine était la corbeille à pain qu'il fallait exploiter pour construire l'industrie. Les objectifs étaient différents, les idéologies étaient différentes, les visions du futur étaient différentes, mais la terre était la même, et il n'y avait qu'un qui pouvait la contrôler.
Lorsque plusieurs convoitèrent cette terre, les rivaux durent se battre et ce qu'ils firent pour la Croûte en 1941. Et pour la Biélorussie, on oublie très volontiers la Biélorussie, dont l'expérience de guerre fut si terrible qu'elle brûle toutes nos catégories. Si les deux États battirent pour l'Ukraine, ils se battirent avant tout dans la Biélorussie. Et ce furent les habitants de ce pays qui allaient le plus souffrir pendant la guerre. Des centaines de milliers de prisonniers soviétiques furent délibérément affamés par les Allemands à Biélorussie. Des centaines de millions furent en outre abattus lors des représailles, dites représailles allemandes. Sans parler de la Shoah, qui fonctionnait aussi à plein à partir ici à Biélorussie d'octobre 1941, quand les Allemands commencèrent la deuxième offensive vers Moscou. Les Allemands forcèrent les Juifs à défiler, à simuler une marche de l'époque soviétique, puis ils les fusillèrent. Ils fusillèrent les Juifs sur les routes, dans les fosses, dans un ancien cantonnement de NKVD. Ils gazèrent les petits enfants juifs biélorussiens dans les camions imaginés à cet effet. Il faut la combinaison des deux éléments pour réaliser une politique d'extermination, l'idéologie et le territoire qui permettra sa réalisation. Qu'est-ce que cela signifie pour les Juifs? Tout d'abord, l'hostilité et la politique particulière adoptée contre eux par les nazis et qui consistait à les rendre responsables de tous les échecs allemands, du passé, du présent, de l'avenir. Ceci à tous les niveaux, national, régional, global. La défaite de 1918, les Juifs. Les problèmes économiques, les Juifs. L'existence de l'Union soviétique, les Juifs. Les difficultés alimentaires en Ukraine, les Juifs. La guerre partisane en Biélorussie, les Juifs. L'hostilité britannique et américaine, les Juifs. L'alliance entre communistes et capitalistes contre l'Allemagne, les Juifs. Il faut prendre en compte cette politique allemande et voir ensuite qu'elle a été combinée avec une énergie intellectuelle, politique et enfin militaire, dirigée contre la patrie mondiale des Juifs, à savoir les terres dont nous parlons. Ces deux éléments sont nécessaires. Les idées antisémites nazies n'auraient pas pu entraîner sur la Shoah, pour la très simple raison qu'il n'y avait que seulement 0,25% de la population allemande qui était juive en 1939. La population juive allemande était très petite et la majorité a survécu. Quand la Shoah s'est finalement produite, 97% des victimes ne parlaient pas la langue allemande. Bon, je viens d'apporter des hypothèses, des méthodes, une argumentation globale pour comprendre l'Europe entre Hitler et Staline. Mais mon livre fonctionne à un autre niveau. C'est-à-dire, il fonctionne par une explication particulière de toutes les politiques meurtrières concrètement mises en place. Je tâche d'expliquer chaque politique meurtrière individuellement, chapitre par chapitre. Ce travail débute avec la famine politique en Ukraine, qui a tué plus de 3 millions d'habitants de cette République soviétique. Il se poursuit avec les deux politiques de terreur menées en Union soviétique 1937 et 1938. D'une part, les meurtres de masse des paysans, et d'autre part, les meurtres de masse des citoyens soviétiques appartenant à des minorités ethniques. Le chapitre 4 est d'une importance cruciale. Il poursuit l'alliance militaire germano-soviétique. Pendant la guerre commune contre la Pologne, le pouvoir soviétique se déplace vers l'ouest. Le pouvoir allemand se déplace vers l'est. L'alliance implique en effet que l'Union soviétique incorpore la partie orientale de la Pologne et la totalité des pays baltes. Il montre que le pouvoir allemand devient, à cet endroit, dans la Pologne, à ce moment précis, 1939, véritablement meurtrier. C'est au sommet-ci de l'invasion de la Pologne que les Einsatzgruppen entrent en action. La guerre commence avec l'alliance germano-soviétique de 1939 et cette alliance avait pour but la destruction des États, ce qui est vraiment important. L'alliance germano-soviétique, le pacte entre Molotov et Ribbentrop, est donc une chose que les Polonais veulent que vous vous rappeliez. Les Lituaniens, les Lettons, les Estoniens aussi. Ils veulent
que vous vous rappeliez que les Allemands et les Soviétiques ont détruit ensemble leur État, ce qui est vrai. Mais, cependant, l'alliance de 1939 et la destruction d'un État, des États, était encore plus grave pour les minorités nationales, était encore plus grave justement pour les Juifs. Si vous aviez été juif dans un endroit où l'État était détruit, où les institutions étatiques étaient anéanties ou déplacées, vous auriez eu seulement une chance sur 20 de survivre. Par contre, si vous aviez été juif en Europe durant la Seconde Guerre mondiale, dans un État, et même si cet État était allié aux nazis, comme par exemple la Roumanie, Italie, Hongrie, Bulgarie, même si cet État était l'Allemagne nazie elle-même, vous aurez eu environ une chance sur 2 de survivre. Bien entendu, une chance sur 2, c'est épouvantable. C'est une statistique horrible, mais c'est bien différent de une chance sur 20. Cette différence est directement liée à la destruction des États. Or, il est surprenant de constater combien on a peu prêté d'attention à la destruction des États en 1939. J'ai bien peur que notre vision des choses ne se soit en quelque sorte nazifiée, c'est-à-dire que nous ne percevons en fait que l'ethnicité des Européens de l'Est et ne portons aucun regard sur les institutions qui étaient tellement importantes avant tout pour les Juifs. Le 5e chapitre est celui où je tente d'expliquer de quelle manière la Shoah s'est produite. Les nazis, depuis le début, avaient l'idée que tous les Juifs sous domination allemande devaient être éliminés. Mais de quelle manière s'y prendre? Cela n'était pas si facile. Les nazis réfléchissent donc d'abord à la déportation d'une partie de la Pologne à l'autre, ce qui est jugé plus satisfaisant. Ils pensent ensuite à une déportation des Juifs à Madagascar. Pourquoi Madagascar? Parce que cette île de l'océan Indien est une possession française et que les Allemands ont conquis la France au début de 1940. Ils pensent ensuite à une déportation en Union soviétique et ils vont jusqu'à s'en ouvrir à leurs alliés soviétiques. Eichmann prend contact avec Moscou et demande aux responsables soviétiques de prendre en charge 2 millions de Juifs. Sans surprise, la réponse est négative. Alors, le projet va consister, 1941, en une déportation vers l'Union soviétique après l'invasion de celle-ci. Il s'agit d'un 4e projet de déportation qui commencera en juin 1941. Mais lorsque les Allemands envahissent l'Union soviétique, ils le font avec des idées de destruction épouvantables. À mesure qu'ils réalisent les limites de leur ambition, ils intensifient et accélèrent ce qu'ils appellent la solution finale. Lorsqu'ils se rendent en Union soviétique, ils pensent qu'ils vont détruire l'armée rouge et l'État soviétique en 9 semaines. 9 semaines. Affamer 30 millions de citoyens soviétiques, le premier hiver après leur campagne victorieuse, débuter une campagne générale de colonisation au cours de laquelle ils affameront et déplaceront des dizaines de millions de personnes, sinon plus, et, comme je viens de le dire, régleront ce qu'ils appellent le problème juif par déportation. Ce qui s'est produit en réalité était bien différent. L'armée rouge résiste, l'État soviétique ne se fonde pas, les Allemands ne parviennent pas à affamer les gens comme ils les souhaitent. Quoiqu'ils parviennent à en enfermer énormément, ainsi 3 millions de prisonniers de guerre soviétiques et à peu près 1 million d'habitants de la ville de Leningrad. Les Juifs qui sont bien sûr rendus responsables de toutes les défaites, les Juifs qui bien sûr sont assimilés à l'État soviétique, sont tués en très grand nombre lorsque l'invasion débute et un plus grand nombre encore lorsque l'invasion est renversée. La majeure partie de mon livre, à partir de ce moment, s'attache à décrire les mécanismes de cette entreprise, d'abord dans les États baltes, ensuite en Ukraine, en Biélorussie et en Pologne. Un peu partout, mais avant tout en Biélorussie, l'extermination des Juifs est liée à des représailles contre la population civile. Bon, je finis. Permettez-moi de finir avec un mot seulement au sujet de ce qui est l'Europe entre Hitler et Staline. C'est l'expérience.
c'est l'expérience vécue par une centaine de millions d'êtres humains. C'est un lieu de l'interaction entre deux régimes. Ce n'est pas du tout un exercice abstrait de comparaison. Alors, vous avez remarqué, je n'ai pas commencé par comparaison. J'ai commencé par une expérience. Celui qui commence par des comparaisons se pose deux choses. Il suppose que nous savons tout ce qu'il est possible de savoir au sujet des deux systèmes et que nous pouvons les considérer chacun d'une manière analytique. Mais je n'y crois pas. Je ne crois pas que nous sachions tout ce que nous devrions savoir sur les nazis et sur les soviétiques. Justement, parce que je pense justement que un des aspects les plus importants qu'il faut retenir à propos de ces deux régimes, ce sont les désignes qu'ils ont conçus pour l'Europe de l'Est et la manière dont ils s'y sont rencontrés. Pour moi, la comparaison conventionnelle, la comparaison analytique est une habitude qui reste de la guerre froide. Elle révèle moins la polémique de cette époque, mais la perspective de cette époque, la perspective Est-Ouest. On comparait à l'époque ce qui était prétendument connu à l'Ouest, c'est-à-dire l'occupation allemande, à ce qui n'était pas connu, c'est-à-dire l'Est, les soviétiques. Ça semble raisonnable, mais voilà bien une conséquence de la division de l'Europe. Quand on a ouvert le rideau de fer, on a vu que la perspective de l'Ouest était minoritaire et marginale. Mesdames et messieurs, la Shoah est avant tout un événement de l'Europe de l'Est. Il en va ainsi pour la plupart des crimes nazis. La perspective française, même la perspective française juive, la perspective allemande, même la perspective allemande juive, ne peignent, malheureusement, qu'un tableau très réduit des atrocités nazies. Ces crimes avaient lieu pour la plupart là, à l'Europe de l'Est, où les atrocités soviétiques étaient elles aussi commises. Alors, notre séparation habituelle Ouest-Est n'a pas de sens. Cela dit, je ne veux pas me refuser à toute approche comparative. Il faut seulement comparer des événements historiques, des régimes, des crimes, et non pas les stéréotypes reçus, engendrés par des perspectives politiques. Si on va comparer, il faut comparer après et pas avant le travail historique. On ne doit se l'autoriser qu'après avoir rendu compte de l'accumulation du mal dû à l'interaction des régimes. Si on ne compare pas, si nous ne nous autorisons pas nous-mêmes à comparer, si on autorise les tabous contre la comparaison, nous ne sommes plus en mesure de dire quoi que ce soit par exemple sur le sujet de la Shoah. Après tout, si vous affirmez que la Shoah est la pire chose qui soit jamais arrivée, vous faites une comparaison. Si vous souhaitez faire cette comparaison, il vaudrait mieux qu'il s'agisse d'une comparaison bien informée. Très souvent, ce n'est pas le cas. Nier la possibilité de comparer, c'est ignorer la façon dont les Juifs eux-mêmes, majoritairement, voyaient la Shoah. Chaque personne qui s'est un temps soit peu consacrée au témoignage des survivants de la Shoah, et je moi-même passé un temps considérable à le faire, sait que les Juifs eux-mêmes comparaient les deux régimes, ce que tout le monde faisait, pour la simple raison qu'ils avaient fait l'expérience de l'un comme de l'autre. Les comparaisons abondent dans les sources. C'est une part inhérente de l'expérience. Éviter les comparaisons, c'est une chose que nous pouvons faire, mais ce n'est pas une chose que les gens à l'époque qui ont vécu cette époque pouvaient faire. Ils étaient condamnés à comparer. Ils étaient y condamnés. Je comprends bien néanmoins les réserves qu'on peut faire à propos de la comparaison. Si vous voyez plusieurs éléments sur une photographie, nécessairement, l'un de ceux-ci apparaîtra plus petit que l'autre. Et si les événements historiques dont on parle ici avaient été plus grands qu'on ne le pense, telle est ma réponse fondamentale. L'image, cette photographie, l'image est plus grande et plus terrible qu'on ne le pense. Jusqu'à maintenant,
jusqu'à ce que je les contredise, les historiens de la Shoah disaient les choses suivantes. D'une part, que les soviétiques étaient pires parce qu'ils avaient tué beaucoup plus de personnes. D'autre part, que la Shoah était quelque chose de distinct et de spécial parce qu'il constituait l'unique tentative d'exterminer une population entière. De cette vue consensuelle de la guerre froide, seule la seconde proposition est vraie. Si on prend la période 1933 à 1944, les soviétiques n'ont pas tué davantage de personnes. Ce sont les Allemands qui ont commis le plus de meurtres. La Shoah, à elle seule, a causé la mort de plus de personnes que toutes les politiques soviétiques de meurtre de masse réunies. Voilà ce qu'on peut dire comparativement si on laisse de côté les tabous et la vraie perspective de la guerre froide Est-Ouest. Voilà ce qui fait de mon livre la défense le plus radicale que soit du caractère sans précédent de la Shoah. Je le dis d'autant plus fortement que j'ai étudié dans ce livre toutes les politiques de meurtre de masse. L'histoire européenne nous permet d'avancer des conclusions plus solides que l'histoire nationale ou l'histoire idéologique. Mais toutes ces comparaisons, tout ce que je viens de vous entretenir ne constitue pas à proprement parler le sujet du livre. Les conclusions comparatives sont entre les résultats de mon travail historique, mais elles ne sont pas la méthode, ni le but, ni le sujet. À mon avis, les comparaisons comparatives sont permises, mais après tout, elles ne m'intéressent que très peu. On peut catégoriser et penser ensuite dans des catégories toutes faites, mais si on s'en tient là, on risque d'oublier l'histoire, on risque de trahir les expériences vécues. On compare toujours dès l'extérieur, mais on n'est jamais vraiment à l'extérieur de l'histoire. Si on insiste sur l'extériorité, on risque de voir les hommes, les femmes, les enfants comme autant de chiffres, comme appartenant à des catégories. Quand je disais que la photographie est plus grande qu'on ne pense, je voulais dire que la Shoah est pire qu'on ne pense. Mais qu'il me soit permis d'ajouter qu'une photographie n'est pas seulement un cadre plus petit ou plus grand. Quand on regarde la photographie avec soin, quand on regarde notre région avec soin, quand on regarde l'Europe avec soin, on voit le inconnu et le inattendu. Les gens avec qui on a tendance à s'identifier, mais les autres aussi. Une photographie sans les autres n'est pas authentique. Sans l'autre, il n'y a rien. Sans le fait de reconnaître les autres, il n'y a aucune histoire de soi. Le sujet fondamental de ce livre est pour moi quelque chose que je ne peux qu'imparfaitement transmettre au cours d'une conférence, mais qui, je l'espère, ressort à la lecture du livre. Un sujet historique a toujours deux côtés, l'explication à laquelle je me suis occupé jusqu'à maintenant et la signification des faits. Pourquoi est-il important de s'intéresser au fait que tant de personnes aient été tuées? Ce n'est pas une question si facile. Ce que nous vient d'Hitler, ce que nous vient de Staline, ce que nous héritons de cette période de l'histoire, ce sont des chiffres, des nombres énormes, des nombres écrasants. C'est ainsi, entre autres, que Hitler et Staline ont contribué à définir l'histoire du XXe siècle et de nos jours. Et je pense que ce qu'il appartient à l'histoire de faire en tant que discipline humaniste consiste à reconnaître que ces nombres ne sont pas seulement des quantités, mais parlent de personnes. Elles consistent à reconnaître que les nombres élevés sont faits de petits nombres, que tous les nombres sont faits d'unités, et que chacune de ces unités n'est pas un être générique. Chaque unité est à chaque fois une personne différente. Chaque personne qui attendait à une balle avant une fosse était différente que la personne qui succédait. Que cette individualité dont nous avons à nous souvenir, c'est elle qui doit compter. La différence entre 0 et 1 est une sorte d'infini, et c'est notre devoir de nous rappeler cet infini encore et encore. Mesdames et messieurs, ces systèmes dont nous parlons ont changé avec une grande efficacité les gens en nombre. L'historien doit donc essayer de retransformer les nombres en personnes.
Et c'est dans cet esprit que je veux vous donner le nom des personnes que j'ai mentionnées au commencement. Chacune des 14 millions de personnes assassinées portait bien sûr un nom. L'Ukrainien qui a creusé sa propre tombe s'appelait Petro Veldi. Le Polonais qui tenait un journal se nommait Adam Solski. Et la jeune femme juive qui a gravé un message pour sa mère sur le mur de la synagogue quelques heures avant d'être abattue, cette jeune femme s'appelait Dobcha Kagan. Je vous remercie. Merci pour cet exposé, en plus dit en français. Merci de cet effort qui, en l'occurrence, a l'air très naturel. Il est déjà 19h15, on a à peu près une demi-heure, 30-35 minutes. C'est donc Annette Wieworka, directrice de recherche au CNRS et directrice adjointe de l'UMR Iris à la Sorbonne, qui a publié de nombreux ouvrages et articles sur la construction de la mémoire du génocide des Juifs, sur la question du témoin, sur l'histoire des procès, sur le communisme. Rappelons par exemple déportation et génocide, le procès de Nuremberg, l'ère du témoin, Eichmann ou de la traque au procès, Maurice et Jeannette, il s'agit de Thorez, biographie du couple Thorez, et tu viens de publier aussi avec Michel Lafitte À l'intérieur du camp de Drancy, et des entretiens aussi avec Séverine Nickel. C'est Annette Wieworka qui va introduire cette discussion. Annette. Je vais essayer d'être très rapide. Dire d'abord qu'en anglais, le livre s'appelle Bloodlands et que ce terme est une invention de Timothy Snyder qui perd une partie de sa force quand on le traduit en français parce qu'il n'y a pas d'équivalent. Je considère que c'est un petit peu le pendant dans l'ordre du travail historique des écrits de Vassili Grossman, qui était, je ne sais pas ce qu'on peut dire de Vassili Grossman, qui est né en Ukraine, mais qui a été une grande partie de sa vie soviétique, avant de devenir ce que Simon Markish a appelé un écrivain juif de langue russe. Et si Timothy Snyder a pu écrire ce livre, c'est qu'il parle non seulement français, comme nous l'avons entendu. Comme je le parle, oui. Voilà. Mais une douzaine de langues, le russe, l'ukrainien, le polonais, et qu'ainsi, il maîtrise parfaitement toute une historiographie, qui est en fait une historiographie tout à fait récente, qui est l'historiographie rendue possible par les archives. Je voudrais aussi insister, il y a une toute petite démonstration sur le type d'écriture, le type de récit. Pour moi, l'ouvrage de Timothy s'inscrit dans la façon dont Saul Friedlander a écrit l'Allemagne nazie et les Juifs. C'est-à-dire une écriture qui est à la fois, comme on a dit, c'est mezzo comme perspective, mais qui fait entendre les voix. Et la démonstration en a été avec ces trois personnages, l'Ukrainien qui creuse sa tombe, l'officier polonais exécuté par les soviétiques à Kovel, et les inscriptions sur les murs de la signature de Kovel. Je ferai pourtant poser deux questions qui me semblent être des problèmes ou des questionnements. D'abord, qu'est-ce que c'est Bloodlands? Elles sont décrites comme des endroits où soviétiques, Wehrmacht et Armée rouge combattent et où elles se chevauchent. Or, quand on regarde les cartes, on s'aperçoit que la dorsale, c'est l'ancienne zone de résidence où les Juifs ont été parqués et où ils ont vécu où ils ont largement vécu jusqu'en 1917, mais que, sans qu'on ait de raison,
les Bloodlands n'englobent pas toute la zone de résidence, puisqu'ils laissent de côté la Bukovine et sa capitale, Tchernovitz, qui pourtant sont aussi des Bloodlands, et qui pourtant, de façon différente des autres territoires, ont subi en même temps une occupation allemande et soviétique. Car une partie de ces Bloodlands ont subi la famine, mais pas toutes. Et toute la partie méridionale de ces terres, qui en fait sont la partie qui se trouvait dans l'Empire austro-hongrois, a une histoire tout à fait différente. Alors, la question que je me pose, c'est quoi ces Bloodlands? Quelles explications? Pourquoi là? Et j'en viens à une deuxième question qui porte sur la tranche chronologique choisie, qui est de 33-45, et qui met de côté la tranche 14-22. Or, cette tranche 14-22, elle a des points communs avec la tranche chronologique 33-45. C'est la guerre, et l'Ukraine est balayée et ruinée par le front. C'est la première famine, différente de la seconde, mais une famine quand même. Et c'est aussi les pogroms, mais pas les petits pogroms du style Kishinev, où on tue quelques juifs. Les pogroms qui font 150 000 morts, et qui ont lieu pendant la guerre civile, à la fois par les armées blanches, mais aussi par la cavalerie rouge, et je renvoie à Babel. Si on prend les hommes, quelqu'un qui avait 10 ans en 1922, qui a connu la Première Guerre mondiale, qui a connu la famine, qui a connu ces énormes pogroms, a en fait que 20 ans. Donc il garde aussi la mémoire des événements qui se sont passés. Et on les connaît aujourd'hui très bien par ces grands volumes que vous connaissez probablement, qui s'appelle le Livre des pogroms, et qui a été édité en France, en partie seulement, par Nicolas Werth. Et quand on lit ce livre des pogroms, qui est en fait un recueil de documents, on s'aperçoit que la géographie de ces massacres, parce que ce sont des massacres, est exactement la même. Elle anticipe la géographie des massacres des Einsatzgruppen. Alors, bon, je vais aller vite sur le... Donc, je pourrais développer ce point, mais je vais vite. Parce que ma seconde remarque concerne les réflexions sur les centres de mise à mort, pour reprendre la terminologie de Raoul Hilberg, qui les distinguait ainsi des camps de concentration. Vous pointez à juste titre que l'agent de la mort n'est pas une invention nazie et que la létalité des gaz utilisés est connue depuis l'Antiquité pour le monoxyde de carbone et que l'acide cyanhydrique, le fameux cyclone B, a été isolé au XVIIIe siècle. Mais de fait, gazer, c'est une technologie simple. Toute personne qui se suicide dans sa voiture en inversant le pot d'échappement, ou toute personne qui ouvre le gaz chez lui, se fait une petite chambre à gaz. Et c'est ces technologies-là qui sont la technologie des camions à gaz et la technologie des chambres à gaz. Donc c'est des technologies, j'en conviens, frustres. Mais c'est pas ça qui fait la spécificité de ces centres de mise à mort. C'est que les gens sont amenés, alors que les massacres, ils sont massacrés sur place, ils sont amenés parfois de très loin pour être assassinés à la chaîne. Et je reste très, très sceptique devant l'affirmation que vous dites, quelle que soit la technologie utilisée, la tuerie était personnelle. Or, je considère que dans les
installations de gazage, il n'y a pas de tuerie personnelle. Le SS introduit, pour ce qui est dans les chambres à gaz d'Auschwitz, introduit le cyclone B et il ne tue pas personnellement. De la même façon, quand on dit que chacune des victimes a connu une mort différente, que chacune avait une vie différente, on ne peut être que d'accord. C'est une sorte de profession de foi. Mais ce qui caractérise la Shoah, c'est la massification de la mort. Et si on dispose de beaucoup de textes, ceux que vous citez, de beaucoup de voix, de victimes, j'étais chez vous à Yale pour le 30e anniversaire des Fortunow Video Archives for Holocaust Testimonies. Donc on a beaucoup de voix. On n'a pas encore réussi, malgré les grands efforts de Yad Vashem, à retrouver tous les noms des Juifs gazés à Belzec ou à Treblinka qui moururent dans l'anonymat et qui restent anonymes. Je voudrais faire une dernière remarque sur la statistique. Je suis profondément d'accord avec vous quand vous dites que c'est la présence d'un État qui protège les Juifs. C'est-à-dire que quand les structures étatiques sont conservées, ce qui est le cas en France partiellement et en Hongrie, enfin avant que ne rentrent les nazis, c'est ça qui assure une moins mauvaise survie. Mais on peut aussi raisonner par pourcentage et se dire finalement que les Juifs de Pologne ont été assassinés dans leur quasi-totalité, 90%, mais les Juifs des Pays-Bas aussi. C'est-à-dire qu'un chiffre, c'est un chiffre absolu, mais c'est un chiffre aussi relatif. Voilà, j'ai terminé avec mes remarques. Merci Annette. C'est à vous, Timothy, de répondre à ces interrogations d'Annette Vievorka. Oui. C'est bien sûr un privilège pour moi que le professeur Vievorka est venu et je vous remercie pour ses commentaires. Alors, je suis d'accord avec les grandes lignes, je dirais, de l'interrogatoire, mais je vais essayer de différencier ma position de telle façon qu'elle puisse être un peu plus lisible. Alors, pour commencer, avec Grossman. Grossman était Vassili Grossman, écrivain, peut-être le plus important témoin de ce siècle, peut-être le plus important. C'est lui qui, par la force de sa littérature, a réussi à rendre naturel ce que tous les mythes nationaux du monde, toutes les idéologies, toute la politique auraient préféré de séparer. Par son vie et par ses deux romans, il a réussi à rendre naturel un monde où le pouvoir soviétique et le pouvoir nazi étaient présents. Ce qui était empiriquement le cas, mais ce qui est très très difficile à décrire. Et c'est Grossman, plus que personne d'autre, qui l'a fait. Et à l'occasion, c'est Grossman qui a, si je peux le dire, autorisé François Furet d'écrire Le passé de l'illusion. C'est Grossman, sans Grossman, Furet n'aurait pas pu écrire Le passé de l'illusion. Alors, mais ce n'est qu'un exemple de son influence. La deuxième question portait sur la nature de cet espace, des terres de sang. Alors, pensons autrement. Quelles sont les méthodes normales? Quelles sont les approches conventionnelles? Ou comment est-ce qu'un historien normalement définit un sujet? Par les États, par les nations. Mais les nations sont très fluides, n'est-ce pas? Et ce n'est pas le cas que chacun qui s'appartient à un territoire donné appartient aussi à une nation. Et deux gens qui habitent la même ville ne nécessairement pas appartiennent à la même nation. Et les nations sont fluides aussi parce qu'ils viennent et elles viennent et elles sortent. Les États, on veut bien que les États soient solides, mais on compte
Combien de républiques en France? L'État est plus fluide en Europe de l'Est. Même l'Allemagne nazie, elle a changé sa forme, n'est-ce pas? L'Union soviétique aussi a changé sa forme. L'État polonais est disparu et puis il réapparaîtra. Les États baltes sont disparus et puis viendront, mais beaucoup plus tard. Si on organise la narration autour des nations ou autour des États, on ne voit pas l'histoire. Alors, ce que j'ai essayé à faire, c'est d'inclure tout. Tous les États, existants ou non. Toutes les nations, fluides ou non. Tous les gens qui habitaient un territoire. Ce n'est pas une forme parfaite parce qu'il n'y en a pas. Mais c'est une forme, je pense, que m'a permis de localiser certaines questions très importantes. Alors, Annette Vivoca a bien raison qu'on peut inclure d'autres territoires. C'est bien sûr le cas. Mais ce ne changerait en rien l'argumentation fondamentale. On pouvait ajouter Roumanie et Hongrie, par exemple. Pour moi, c'est une dynamique un peu différente, parce que là, il s'agit des États indépendants. Et là où il y avait des États indépendants, la politique envers les Juifs était différente. Alors la Roumanie a commencé avec une politique très hostile. La Roumanie a tué à peu près 250 000 de Juifs, mais puis a changé la politique totalement. Mais on peut les inclure, mais à la fin, on aura plus ou moins la même histoire. Si j'avais ajouté un chapitre sur la Roumanie, ça n'aurait pas changé l'analyse à la fin. La troisième question sur l'époque, la Première Guerre mondiale, je suis totalement d'accord. C'est très important. Et c'est important pour d'autres raisons aussi. La vision de l'Est mythologique nazi vient de l'occupation de l'Ukraine en 1918. L'antisémitisme qui se porte sur l'identification des Juifs avec le bolchevisme, ça vient aussi de la Première Guerre mondiale. Alors, la Première Guerre mondiale est bien sûr très importante. Les pogroms, bien sûr, les pogroms de cette époque étaient plus importants que n'importe quel autre. Et c'est intéressant parce que ces pogroms, c'était moderne, c'était d'une échelle différente. On ne peut pas comparer ces pogroms-ci avec les pogroms de le 19e siècle. C'est quelque chose de totalement nouveau. Mais quand même, ce n'est pas la même chose qui s'est produit un peu plus tard. La géographie est bien différente. Alors, tous les pogroms qui se sont produits pendant la Seconde Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, ils se sont produits sur un territoire qui était doublement occupé. Premièrement les Soviétiques et puis les Allemands. Il s'agit d'un phénomène très important. Il s'agit d'à peu près 200 pogroms. Le cas le plus connu, c'est Yad Wabner, mais il y en a 200 de ces pogroms. Et à peu près 24 000 de Juifs ont été tués dans ces pogroms. Alors, il s'agit d'un phénomène très significatif, mais le territoire est différent. Il y avait en 1941 pogrom, là où il n'y y avait pas pendant la Première Guerre mondiale. Et conversement, il y avait beaucoup de pogroms dans l'Ukraine, là où il n'y avait pas de pogrom pendant la Deuxième Guerre mondiale. La géographie est en fait bien différente. Et aussi, à mon avis, c'est très important de comprendre que ces pogroms-là se sont arrêtés. Ils étaient terribles, mais ils se sont arrêtés. Mais le pogrom nazi n'était qu'un commencement d'une politique qui était de plus en plus agressive. Alors, en fait, les nazis qui ont essayé avec les pogroms ont continué avec une politique qui était qualitativement plus agressive, la tuerie en masse. Mais je suis bien d'accord qu'il faut chercher les racines de quelques tendances dans la Première Guerre mondiale. Alors, la quatrième remarque sur l'individualité de la tuerie. À mon avis, Annette Vivoca a bien raison qu'ici, on aborde le territoire un peu métaphysique. Mais quand même, je reprends.
il me semble que le plus important pour un historien, c'est pas la fin. Alors, voilà une question métaphysique. Pourquoi est la mort importante? Pour moi, et c'est quelque chose que j'avoue ouvertement dans le livre, la mort est importante parce que c'est la fin d'une vie. Je comprends qu'il y a, chez nous, chez les Américains, il y a des autres perspectives, mais religieuses, je veux dire. Mais pour moi, comme historien humaniste, la mort est importante parce que c'est la fin d'une vie. Et chaque vie est individuelle. Et de le point de vue de ceux qui est vivant, cette vie est individuelle, c'est différent. Et même si, de notre perspective esthétique, même quand on voit les gens ensemble sautant d'un train, entrant à une usine de meurtre, à une fabrique de mort, c'est notre perspective esthétique, c'est une image que nous portons dans les têtes. Ce ne veut dire pas que les gens avaient une expérience commune. Alors, on a des témoignages qui étendent jusqu'au dernier moment. Les Juifs qui étaient là quand les autres Juifs étaient tués et les ont parlé, on a des témoignages de ce genre. Et à mon avis, et je comprends que c'est une question un peu personnelle et métaphysique, mais à mon avis, l'expérience de chaque personne était différente jusqu'au dernier moment, parce que chaque moment d'une vie porte sur tous les autres moments d'une vie. On ne peut pas définir une vie envers la fin. Une vie se définit envers tous les autres moments d'une vie. Et de cette façon, chaque vie est individuelle et chaque mort est aussi individuel. Et si j'insiste sur cela, et je l'insiste beaucoup dans le livre, c'est que je suis contre les images qui dominent sur la modernité ou sur le caractère industriel. Pour moi, modernité et le mot industriel nous cache la terreur de la Shoah. Pour moi, ça n'explique rien. Ce sont des métaphores qui nous aliènent, qui nous déracinent, qui nous permettent de ne pas voir que ce soit personnel. Et c'est personnel du point de vue des victimes, mais aussi du point de vue de ceux qui ont perpétré ces meurtres. Il y avait des moments de contact personnel et on peut se comprendre. Alors, il s'agit ici d'une différence un peu métaphysique, mais je voulais bien que la différence soit claire. Merci. Merci. Alors, il nous reste vraiment quelques minutes, mais si dans le public il y a, je vois déjà une main se lever, je vais peut-être demander à Paul ou à Géraud de venir nous aider là avec le micro. Merci. Donc, je vois une question sur la droite et une question sur la gauche. Je vais être obligé de me limiter peut-être à 2 questions puisque nous devons arrêter à 8h moins le quart. Alors, attendez. Vous avez le micro qui marchait là-bas? Oui. Voilà. Et normalement, ça marche. Donc, je vais prendre la question de monsieur, ensuite la... Merci beaucoup. Très court. C'est au fond à gauche. Juste en dessous, il y a un petit bouton rouge. Pardon. C'est bon, ça fonctionne le vôtre, monsieur. Ça fonctionne, on a tout vu. Je vais poser une question indiscrète. Est-ce que M. Snyder est juif? Non, vous répondrez. Attends, on va prendre les 2 questions. Juste au fond à gauche. You're not obliged, don't you? Excusez-moi. You're not obliged. No, of course not. Oui, merci beaucoup. Oui. Je comprends et j'apprécie votre effort pour remettre l'expérience spontanée, l'expérience vécue par les populations concernées au cœur de l'effort de compréhension historique. Mais du coup, ma question porte sur la non-intervention massive et même, dans bien des cas, la collaboration exacerbée de larges parties des populations concernées à l'activité d'extermination nazie. Comment est-ce que vous l'intégrez dans votre relecture de ce territoire et de cette époque ? Merci. Il est 38. On doit libérer la salle à 45. Si jamais il y avait une 3e question éventuellement, monsieur, et on termine avec juste devant Paul, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Oui, merci. 14 millions de victimes. C'est les victimes des 2 génocides dont vous avez parlé.
Mais il y en a un autre que vous n'avez pas évoqué dans votre conférence, mais peut-être dans le livre que je n'ai pas encore lu. Il s'agit des 50 millions d'Indiens exterminés par les armées catholiques en Amérique latine, et un peu en Amérique du Nord aussi. Est-ce que ce génocide, qui est certainement le plus grave de toute l'histoire de l'humanité, ne pourrait pas faire l'objet d'un de vos prochains livres? Alors, je rappelle que le livre porte sur les terres de sang et non pas sur l'Amérique latine, mais Timothy va répondre. Je demande un peu d'attention à la salle parce qu'il est tard. Et donc, Timothy, vous avez une horloge en face de vous et donc 6 minutes pour répondre à ces 3 questions. Alors, à la dernière question. À mon avis, c'est une question sérieuse. C'est-à-dire, si on veut comprendre ce qui s'est passé dans l'Europe dans les années 30 et 40, il faut avoir en vue l'histoire de la colonisation. Parce que ce qui s'est passé en Ukraine, l'Ukraine était compris par les nazis et aussi un peu par les soviétiques comme terre de colonisation. Alors les années 20, les années 30, c'est encore un monde impérial. Et les images de la prospérité, les images de grandeur, les images de grandissement, les images de pouvoir, c'était des images littéraires ou des images politiques portant son empire. Ce que Hitler voulait, c'était bien un empire. Et il a compris que un empire maritime n'était plus possible. Si on pouvait construire un empire, c'était justement en Europe. Et où? Dans l'Est. Alors c'était une pensée bien impériale. Et si on a tendance de comparer Hitler et Staline pour des raisons compréhensibles, mais c'est bien le cas que l'imagination de Hitler elle était dirigée tout au contraire aux États-Unis. Il a vu les États-Unis comme un pays qui était construit sur la base de l'extermination de la population native et avec l'aide de l'esclavage. Ce qui est une conception un peu simplifiée, mais je ne peux nier qu'il y a ça quelque chose. Alors, ce que Hitler voulait faire, alors les comparaisons chez Hitler sont numereuses. Alors il a dit qu'on fera de la Volga notre Mississippi. On va faire avec les Ukrainiens ce que les Américains et les Canadiens, il n'a pas oublié le Canada, comme on a tendance à faire. On fera avec les Ukrainiens ce que les Américains et les Canadiens avaient fait avec les Indiens. Alors, ce sont les mots de Hitler, qui ne connaissait pas vraiment l'Amérique, mais qui a lu la littérature, notamment la littérature de Karl May. C'est le cas. Alors, cette question, à mon avis, est une question sérieuse. Je ne suis pas capable de lier tout ça, mais je peux vous rassurer que sans l'histoire coloniale en général, il est très difficile de comprendre le monde mental de Hitler. Ce n'était pas un monde mental européen ou allemand, c'était un monde global, bizarre, difficile, dangereux, mais global quand même. La question très bien fondée sur la collaboration. Il me semble que en général, alors je n'ai pas encore trouvé un travail qui était capable de communiquer le degré dans lequel la collaboration est un problème troublant. On a tendance de réduire la collaboration aux catégories qui nous sont confortables. Alors, les gens ont collaboré parce qu'ils étaient antisémites. Bon, si c'était le cas, la situation aurait été bien meilleure qu'elle était, parce que la plupart des gens qui ont collaboré n'étaient pas antisémites. Et c'est aussi le cas
qu'il y a bien d'antisémites qui ont aidé les Juifs. Alors, si la collaboration était limitée aux antisémites, la situation aurait été meilleure que n'était pas le cas. Il y a aussi le problème de la collaboration double. Alors, on veut que les Ukrainiens, par exemple, aient collaboré avec les nazis, ce qui est bien vrai. Bon, mais les mêmes Ukrainiens avaient aussi, auparavant, collaboré avec les Soviétiques. Alors, est-ce que c'est le cas qu'ils ont collaboré parce qu'ils étaient successivement fanatiques communistes et puis fanatiques nazis? Non. Le fait brutal de la collaboration double nous doit communiquer que le problème est plus grave qu'on ne pense. Quand on pense que la collaboration, c'est un problème national chez les Lituaniens, chez les Ukrainiens, chez les Polonais ou chez les Français, on réduit l'importance de collaboration. Tout le monde a collaboré. Tout le monde a collaboré. Si on veut produire le degré de collaboration, la façon la meilleure, c'est de comprendre le degré de la destruction de l'État. Là où il n'y avait pas de l'État, là où l'État était détruit, la collaboration était plus sérieuse. Par exemple, la Lituanie, où, à mon avis, la collaboration est la plus importante parce que c'était justement là où la Shoah a commencé. Et la collaboration était bien sûr massive. Et entre autres, c'était la collaboration massive lituanienne de l'été 1941 qui a convaincu Hitler et les nazis que la tuerie est la façon dans laquelle on pouvait finir la Shoah. Alors, jusqu'à l'été 1941, c'était toujours les déportations. À mon avis, sans la collaboration massive des populations locales, la solution finale, alors la Shoah, n'aurait été pas possible. Mais pourquoi avaient les Lituaniens collaboré? Parce qu'ils étaient Lituaniens? Non. L'État lituanien d'entre-guerres n'était pas antisémite. L'antisémitisme de l'entre-guerres existait, bien sûr, mais la destruction de l'État lituanien signifiait que les gens qui étaient antisémites ont été recrutés par les nazis et sont revenus à la Lituanie. La humiliation de l'occupation soviétique signifiait qu'il y avait beaucoup de gens en Lituanie, non seulement les Lituaniens, aussi les Polonais et les Russes, qui étaient capables de collaborer. Et aussi, le fait que beaucoup de Lituaniens ont collaboré avec le régime soviétique signifiait aussi que littéralement, les mêmes gens ont collaboré avec les pouvoirs nazis. Parce qu'on peut, de cette façon, communiquer aux nazis qu'on est nettoyé. Alors, si c'était le cas, que seulement les Lituaniens politiquement antisémites ont collaboré, la Shoah comme telle, à mon avis, n'aurait pas se produit. Le problème est plus grave que cela, malheureusement. Le problème est plus grave que cela. Ce que je voulais ajouter, c'est que ici aussi, on a affaire avec une situation qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas une situation d'occupation double. Si les Allemands auraient envahi une Lituanie souveraine et pas auparavant occupée par l'Union soviétique, la situation aurait été bien différente. Alors, la collaboration locale était massive, bien sûr, mais comme avec les autres questions que j'aborde dans ce livre, il est très important de ne pas penser tout d'abord dans les catégories ethniques. Quand on le fait, on n'a pas la chance de comprendre ce qui était la situation structurelle des gens. Parce qu'il est très important, tout le monde a collaboré. Les Lituaniens, oui. Les Ukrainiens nationalistes, oui. Mais les Ukrainiens non nationalistes aussi. Les Russes aussi. Tout le monde a collaboré. Là où le pouvoir allemand était, il y avait de la collaboration suffisante pour tuer les Juifs. Les gens qui ont habité, les Ukrainiens par exemple, qui ont habité la Pologne d'entre-guerres, les Ukrainiens qui avaient tendance d'être nationalistes, ils ont collaboré.
les Ukrainiennes qui étaient citoyennes soviétiques, là où il n'y avait pas pratiquement du nationalisme ukrainien, ils ont collaboré aussi. Les chances pour un juif dans le terrain soviétique étaient exactement les mêmes pour un juif dans le terrain polonais. Alors, on a tendance de penser qu'on peut résoudre ces problèmes en pensant dans les catégories ethniques. Mais à mon avis, ce n'est pas le cas. À mon avis, ça trivialise, ça minimise et ça trivialise ce qui était un problème, à vrai dire, humain. Okay. Merci, on va s'arrêter là. Timothy Snyder va dédicacer... Je disais donc que Timothy Snyder va dédicacer ses livres dans ce que l'on appelle dans notre jargon à Sciences Po la péniche, c'est-à-dire au rez-de-chaussée dans le hall, où vous pourrez donc vous procurer ce livre et vous le faire signer. Je suis d'accord sur les